Le Pitch Club. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode du Pitch Club et cette semaine on reçoit Nick Moukoko. Bonsoir Nick. Bonsoir les gars, salut tout le monde. Le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Voilà, donc on a un nouveau raconteur de bonnes histoires, personne de Nick. C'est qui ça? Qui va raconter une bonne histoire? J'étais pas au courant. C'est toi qui racontes des bonnes toi, histoires. Ok, Cette fois c'est sur scène, Toi. tu fais du stand-up, t'as une carrière dans la danse et on va commencer avec une actu un peu légère parce qu'en fait en préparant l'émission avec Mustapha, Oui. on a remarqué que sur Insta tu partageais beaucoup Très actif. Ouais, sur très Insta. actif sur Insta, notamment tes séances de sport. Ouais, Ouais. Tu j'adore fais ça. souvent ça, tu mets des petits montages assez bien fait avec des petites musiques, des fois des petites citations. Avec la bonne attitude. Hein. Grâce à mon pote Jeff, c'est lui qui m'a montré comment on devait monter les trucs. Parce que D'accord. C'était pas mon truc ça à On la va base. préciser c'est qui, ouais. hein, c'est Jeff. Jeff Rudo. Donc Jeff Rudo. j'ai vu Rodovic avec qui on passe le bonjour et il t'a montré un peu comment faire parce que c'est Ouais. un truc un peu nouveau que tu veux Ouais, faire. c'était un truc un peu nouveau parce que je suis pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux et ceux qui me suivent pas et tout, je suis assez assez discret moi même déjà dans la vie et sur Oui. les réseaux aussi, tu vois, je suis pas assez actif. Donc, Oui. j'apprends à l'être et tout, mais c'est très dur dû à mon caractère où je suis quelqu'un de très réservé, j'aime bien rester à ma place et pas trop me montrer. Voilà, c'est un peu je sais pas ce que c'est, mais j'ai toujours été comme ça quoi. Je suis assez expressif, excentrique sur scène, mais dans la vie hyper réservé quoi. Tu vois, vraiment. Et du coup, que t'es sur scène ou que tu es sur les réseaux, t'es obligé d'être plus expansif et de partager un peu tes Voilà, émotions. donc et maintenant ça me fait plaisir de montrer un peu ce que je fais de temps en temps, mes séances de sport, parce que avant les séances de sport que je faisais il y a 5 ans, c'était pas les mêmes parce que c'était plus j'allais au sport et je faisais de la muscu, donc entre guillemets de la gonflette. Là, ça fait un moment qu'on travaille avec un coach qui est hyper fort, qui s'appelle Vegeta. Voilà, on l'appelle coach Vegeta. Ah oui, c'est un super Saiyan. Ah ouais, en un mois, il a réussi à m'amener à une transformation de dingue en l'espace de un mois où j'ai perdu 10 kilos. Quoi, donc 10 kilos en un quoi mois. Ouais. Et t'as modifié ton alimentation. Exactement, l'alimentation et puis 4 séances de sport par semaine et ce que j'ai aimé avec lui, c'était ce truc du challenge en fait, c'était pas ce truc où tu viens, tu prends des poids et tu pousses juste pour pousser. Non, c'était vraiment, tu travailles avec le poids du corps et t'apprends à mettre ton corps dans des conditions où il doit puiser au fond et des fois ça marche pas. Et tu reviens le lendemain, ça marche toujours pas, tu reviens la semaine qui suit, tu vois que t'as pris en force. Et c'est fou parce que c'est addictif en même temps. Oui. Parce que t'as envie maintenant de te mettre des objectifs, de rater, de te dire ok, la semaine prochaine, t'inquiète, ça va passer. Et c'est des séances de combien de temps que tu fais en général? 1h30. 1h30. Ouais. C'est là qui disent qu'il faut faire des séances courtes, après chacun son... Ah ça je m'y connais pas du tout Ouais. hein, tu vois. Demandez à vraiment. Vegeta. Faut Ouais. demander à Vegeta, allez sur son compte Instagram Vegeta coach. Ouais, coach Vegeta M Vegeta, coach. que d'ailleurs j'avais vu aussi à la salle. Et toi, je t'avais croisé notamment, c'était à Boulevard Richard Lenoir. C'est ça. Il y a une Richard Lenoir. Je t'avais croisé avec tu venais t'entraîner là-bas parce qu'il y a des séances. Enfin, ils ont installé des cages pour faire les tractions, tout ça. C'est donc ça, des bars, tout ça et tout, c'est vraiment pour le street workout quoi. C'est blindé de monde. T'as Ouais, vu surtout Ouais, c'est l'été dingue, là. hein. Moi j'ai commencé là-bas Ouais. quoi. J'ai commencé l'été quand on se voyait, c'était l'été. Même en où hiver, j'en ouais. ai vu les gars des Warriors. Exact. Ils récalent pas. C'était au moment où je venais de commencer, puis ouais, c'était intensif et c'est ouf quoi. Ça te donne envie. T'es dehors, t'as l'impression, et puis même les gens te regardent, t'as l'impression d'être un espèce de gladiateur bizarre et tout. Non, vraiment c'est kiffant. Ouais, Donc c'est ouais, j'aime bien l'ambiance. partager mes séances parce que même au-delà de ça, j'ai toujours été quelqu'un j'aime beaucoup édifier les gens, tu vois, motiver les gens à se surpasser, et à se trouver dans la vie, et puis surtout à se surpasser, quoi, ne pas avoir peur d'aller là où ils ont peur, quoi, de vraiment essayer de se fixer des objectifs, de vouloir les atteindre et de toujours se challenger, quoi. Donc je suis toujours dans ce truc-là, même si c'est pas des vidéos de sport, ça va être des vidéos de personnalités qui motivent, ou des textes assez motivants, ou de la philosophie. J'adore ça, quoi. Donc je suis toujours dans ce truc-là d'aider les gens à se booster, quoi. C'est une approche un peu américaine parce que c'est vrai qu'il y a certains acteurs américains qui aiment bien, ou d'autres comédiens qui aiment bien partager un peu leur état d'esprit, toujours dans le côté motivation, essayer de booster les gens vers le haut. Et comme t'es très influencé par la culture américaine, Ouais. de ce que je vois,
Donc c'est un peu ton credo également. Ouais, ben la culture américaine, c'est en moi, vraiment en moi. Et c'est vrai qu'au début, les gens, quand ils m'ont vu arriver au Jamel Comedy Club, tout ça, à la télé, les gens, pour certains, tu vois, t'avais certains qui aimaient le flow que j'ai pu amener, cette énergie-là et tout, et t'en avais pour d'autres où ils avaient l'impression de voir une caricature, quelqu'un qui parodie les États-Unis ou quoi que ce soit. Sauf que non, ça a toujours été moi, parce que moi j'ai grandi dans une église évangéliste. D'accord. Où j'ai été dans un groupe de gospel, j'étais à la chorale, on avait des révérends américains qui venaient toutes les semaines, donc tu vois, on a grandi avec cette vibes américaine déjà à l'église. Et puis j'ai appris mes premiers cours de danse et de théâtre dans cette église aussi. Il y avait cette énergie, même si on était dans le christianisme, il y avait cette énergie très Broadway, tu vois. Très comédie musicale, théâtre, ça danse, ça chante, ça apprend à jouer de la guitare, parce que j'ai appris à jouer de la guitare là-bas, ça fait un moment que je joue de la guitare, là j'apprends le saxo maintenant et tout. Ah ouais. Et du coup ça m'a poussé à être complet, quoi. Et quand du coup je me suis vraiment lancé dans la danse, ben j'ai grandi avec cette culture hip-hop. Ouais, dans le hip-hop, on est tous, les danseurs, on est tous yeah, what's up, cool, nanani. Tu vois, on est très dans le yeah plutôt que le wesh. Ouais. Donc c'est good vibes. Ouais, c'est good vibes, quoi. Et donc en gros, tes premiers souvenirs artistiques, ça remonte à, comme tu dis, à la période où tu découvres quand tu es au gospel. Exactement. Donc t'as quel âge à l'époque? J'ai 9 ans. T'as 9 ans, 9 ans, ouais. Et ça se passe comment? C'est par ta famille que tu y vas? Alors ma mère, elle a commencé à aller dans cette église et tout, et elle voulait nous motiver, moi et mon grand frère, à y aller, quoi. Et on n'était pas très chaud, tu vois. Et ce qui est dingue, c'est qu'un jour, mon grand frère, je crois, il drague une meuf dans la rue et tout. Et cette meuf, il s'avère qu'elle va dans la même église que ma mère, tu vois. Et elle l'invite, tu vois. Et moi, par curiosité, pour voir la copine de mon frère, tu vois, par curiosité, ben, je vais dans cette église, j'y vais. Et le jour où j'arrive dans cette église, c'est un dimanche, ben, il y a un gros spectacle de danse hip-hop et tout, tu vois, des rappeurs qui arrivent, mais c'est des rappeurs qui rappent sur des trucs chrétiens, tu vois, oui. Ça rappe sur Moïse. Rappeur évangéliste. Exactement, ça rappe sur Moïse, Jésus-Christ, yeah, il est sorti il y a 3 jours, ressuscité. Les danseurs hip-hop, mais c'était ouf. Pour moi, c'était j'avais l'impression d'être dans un truc, un Beach Awards, un truc dans le genre que j'adorais regarder quand j'étais petit et tout. Donc, ça m'a donné envie d'y rester, de me dire, ah ouais, on peut faire ça avec Dieu et tout, on peut danser et tout, cool, mais je vais rester ici, tu vois. Ah, ça t'a motivé. Et c'était dans quelle église précisément? C'est l'église Charisma. L'église Charisma, c'était avant, elle était à Saint-Denis. C'était une église quand je suis arrivé dans les années, c'était en 1999, c'était une église de 3000 personnes. D'accord. Et puis après, on a déménagé au Blanc-Ménil et c'était énorme. Ouais. 3000 personnes. 3000 personnes. Mais ouais, c'est pour ça que c'est... j'ai développé l'art de la scène là-bas, parce que t'es habitué à jouer devant 3000 personnes tout le temps, que ça soit danser ou même jouer, une pièce et tout. Après voilà, une pièce de théâtre, c'était pas du Shakespeare, hein. C'était combien de temps ça durait le cérémonial? Ça durait, alors, à l'époque, on a commencé, moi je suis arrivé, il y avait qu'un seul culte, on appelle ça des cultes. Ouais, voilà. Et ça commençait à 16h30 et ça durait 1h30, 2h, tu vois. Et des fois le pasteur il durait longtemps. Et puis il est là, tu vois, il parle, on est arrivé la journée, il fait nuit, puis il dit bon, on se revoit demain. Je me dis mais mec, c'est déjà demain, mon gars. Et comment ça se passait? C'est-à-dire que les gens arrivaient tout doucement, ils s'installent. Ouais, les gens. Tout le monde est assis. Ouais, les gens arrivaient un peu d'un peu partout, parce que c'était à Saint-Denis, donc t'avais des gens d'un peu de toute l'île de France qui venaient vraiment, parce qu'il y avait une espèce d'énergie dans cette église qui était une vibe qui était différente des autres églises, où t'avais vraiment ce truc qui était très quinri, très à l'américaine, très yes, tu vois, et la foi, tout va très bien se passer, positive vibes, alléluia, tu vois, c'est ce truc hyper dans la joie, tu vois, tout le temps. On est dans un espèce de boule d'énergie de dingue, mais c'est kiffant, ça te prend, quoi. Parce que du coup, t'allais que pendant les cultes, où il y avait, parce que je sais que dans certaines églises, ils font organisent des après-midi, des goûters, enfin. Ah non, il y avait trop de trucs. Ah ouais. T'avais le dimanche, t'avais le culte, normal pour tout le monde. Et puis après, le samedi, c'était pour dédié à l'artistique. Donc cours de théâtre, cours de danse, où t'étais avec les rappeurs. Et c'est marrant parce que la première fois où moi je kiffe la danse, hein. Moi j'ai toujours voulu être danseur depuis que j'ai 3 ans et tout.
en regardant Michael Jackson, tout ça. Et puis après, je me suis perdu parce qu'on est arrivé dans un quartier. Et puis quand t'étais dans les quartiers, tout le monde joue au foot, donc t'as envie de faire du foot. Et je joue au foot. Et franchement, des fois, les gens me taillent, mais j'étais bon au foot. Ah oui. J'étais vraiment bon. Quel poste sont préférés? J'étais au milieu, moi. D'accord. Tu vois, et j'étais pas mal, tu vois, j'en voyais des trucs, j'avais la vibe du danseur, donc j'arrivais à faire des dribbles et tout, tu vois. Le seul truc où j'étais éclaté, c'était le physique. J'avais peur qu'on me touche, mais c'est le côté, tu vois, c'était mon côté danseur, tu vois, j'ai pas envie de me casser un truc et tout. Mais j'avais quelque chose, tu vois. Et t'es gaucher ou droitier? Droitier, Droitier, ouais. Bon, donc je dis pas que j'aurais pu avoir une longue carrière, une grosse carrière, pas du tout, mais en tout cas cette période j'étais bon, tu vois. Et d'accord, donc tu partageais ton temps donc entre ta foot, maison, le foot, voilà. l'église. Et puis quand je suis arrivé à l'église, dès que je suis tombé sur ce spectacle de danse et tout, c'est là où je me suis remis à rêver en fait. Je me suis dit je peux vraiment faire ce que j'ai toujours voulu faire, parce que je pensais que c'était fini, tu vois, et d'être tombé dans ce truc par hasard qui pour moi n'est pas un hasard, tu vois, parce que un signe. Tu vois, c'était un signe, et du coup je m'y suis mis à fond et tout, sauf que moi quand j'en parle, je veux pas commencer par des cours de danse, j'ai envie de rapper parce que j'avais vu les mecs rapper, je me suis dit T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 9 ans. Donc on n'est pas encore pubère, c'est-à-dire qu'après la puberté va arriver, le changement va arriver. Ouais, non. En plus c'était l'âge d'or de hip-hop à l'époque, donc c'est ça, ouais, 99, tout ça et tout, c'était, tu vois, c'était vraiment, on était dans ça, c'était le délire, quoi, c'était break dance, hip-hop, popping, smurf, locking, c'était vraiment ça, tu vois. Et du coup, moi, quand j'arrive, tu sais, je demande à faire du rap. Donc on me dit ok, vas-y, tu peux aller faire du rap. Sauf que moi, ouais, 9 ans. Sauf que moi, je crois que quand je vais dans la salle, tu vois, je pense dans ma tête, je me dis, je vais aller dans un studio, je vais voir plein de gens rapper, et moi je vais être là, yeah, ouais, oh, yeah, ah, Jésus-Christ, Satan est un menteur. Tu sais, je pense que c'est ça. Sauf que quand j'arrive dans la salle, je vois que tout le monde est en train d'écrire, bout de papier et tout ça. Tu sais, je vois l'ambiance soporifique. Je me dis, mais c'est quoi ce délire et tout. Je fais non, moi je vais pas rester là. Vas-y, je vais aller au cours de danse hip-hop. J'arrive au cours de danse hip-hop. Moi, j'ai toujours su bien danser en freestyle, tu vois, parce que je faisais ce que je regardais à la télé, ou Michael Jackson, ou Usher, tous ces gens-là, ou les vrais films de breakdance à l'époque et tout. Mais suivre une choré, avoir un chorégraphe, comprendre le concept d'avoir un tempo, tu vois, où tout est séparé en 4 ou en 8 ou en 6 et tout, tu vois. Je connaissais pas ça. Apprendre un step de quelqu'un d'autre, ça veut dire apprendre le style de quelqu'un d'autre, apprendre la respiration de quelqu'un d'autre, apprendre la technique de quelqu'un d'autre. Je savais pas le faire. Et du coup, quand je suis en train d'apprendre les steps, donc les pas, j'y arrive pas, quoi. Et là, je me mets par terre, je regarde le mec à qui j'avais dit j'avais envie de faire du rap. Tu sais, je le regarde en mode dépité. Bon, vas-y, ramène-moi dans la salle de rap, je galère. Et ce mec-là a sauvé ma vie. Il s'appelle Michel-Ange. Et parce que grâce à lui, en fait, ce moment-là où moi j'ai failli abandonner, il m'a dit tu bouges plus d'ici, tu restes là. Ben ça fait que je me suis, j'ai persévéré, j'ai appris le step, même si je galérais, sauf que quand je suis revenu le lendemain, j'avais tout par cœur. Et ça a été un déclic dans ma vie. Je me suis dit, même si t'arrives pas à faire un truc la veille, tu vas réussir le lendemain. Donc lâche pas. Et ça a toujours été comme ça. Depuis l'âge de 3 ans, tu danses? Depuis l'âge de 3 ans, ouais, je danse. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai eu ce truc où moi, j'ai toujours su que voilà, j'allais être danseur et que j'allais faire partie de ce milieu, cette grande famille artistique, quoi. C'était vraiment tout ça, apprendre à jouer de la musique, apprendre à jouer, tout ce qui était artistique. Je me suis dit voilà, c'est pour moi, et ça venait de la danse déjà. Parce qu'à 3 ans, généralement on a peu de souvenirs, mais je pense que Michael Jackson, c'est quelqu'un qui était très charismatique. Tu te souviens de l'image de Michael Jackson, t'as 3 ans. Totalement, je me souviens de ce que je faisais. C'était le concert de Michael Jackson où c'était Moonwalk. Le film, non, c'était le concert à Budapest. Et c'était la partie de Smooth Criminal. Ouais. Et je me rappelle que moi, je suis en train de jouer dans les toilettes avec l'eau des toilettes, tu vois. Et j'avais un pull rose que j'ai en photo encore, tu vois. Et je me rappelle que, tu sais, des fois, il y a des moments, moi, j'appelle ça, c'est pas que des souvenirs, parce qu'un souvenir, pour moi, ça se base aussi sur une émotion, tu vois. C'est comme des fois, tu sais, t'as honte d'un truc et, tu sais, tu te rappelles d'un truc que t'as fait il y a 10 ans, et la honte, elle revient 10 ans après, tu dis, putain, je me suis tapé la fiche. Et tu sais, t'as encore honte à ce moment-là, tu dis, pourquoi j'ai fait ça et tout. Mais moi, je me rappelle de la même chose où, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de, tu sais, comme s'il y avait un ange qui venait, bon là je vais loin et tout, mais qui venait, qui me disait, voilà, bim, ça va être ça ton truc, tu vois. Donc j'ai toujours cette même émotion-là quand je parle de cette histoire j'ai toujours ce truc un peu, qui me donne la chair de poule, de révélation, où je me rappelle comment j'étais, comment ça a été une espèce de bim.
ça va être ça pour toi, tu vois. Et grâce à Michel-Ange, en fait, il t'a mis dans la voie de la danse. Et c'est ouf son blaze. J'ai jamais fait le lien, mais ouais, grâce à Michel-Ange, parce que j'en parle tout le temps quand je dis que si ce mec n'avait pas été là, je serais parti de la salle. Et je me serais jamais battu pour la danse parce que j'aurais dit non, je peux pas. Et t'es encore en contact avec lui, non? Ouais, je suis encore en contact, on se super. parle de temps en temps et tout. Et ouais, et puis j'avais pas fait le lien avec son blaze. Lourd. Mais Michel-Ange. Donc, tu as une forme de formation à ce moment-là, c'est-à-dire que tu commences à apprendre les bases du hip-hop. Du hip-hop. Ouais. Mais j'irais plus que hip-hop, c'est-à-dire la chorégraphie, la danse en tant que métier. Ben, à cette période, non, j'apprends vraiment les bases, tu vois, en tant que danseur, la discipline et merci la vie parce que c'était des très très bons danseurs et bons profs que j'avais parce que c'était des profs qui faisaient déjà de la télé, qui avaient soit des compagnies ou qui dansaient pour des émissions déjà à l'époque comme le Big Deal, tous ces trucs-là et tout. Donc c'était des gens connus qui faisaient des comédies musicales et qui se sont retrouvés dans cette église et à vouloir partager leur passion. Donc j'ai vraiment pu apprendre des vraies bases du hip-hop, tu vois. J'ai commencé avec la base, c'est-à-dire le breakdance, après le locking, le pop, le smurf et puis après j'ai eu une prof qui elle m'a plus apporté ce côté à l'époque qui était c'était beaucoup les femmes qui dansaient ce style de danse parce que c'est un peu Mia Fry aussi qui a popularisé ce truc-là, mais c'était le Ragga Jams. Elle arrive avec le Ragga Jams et puis elle m'a fait découvrir la New Style. La New Style, c'était la nouvelle forme du hip-hop qui était très commercial en fait. C'était ce que tu voyais parce que t'as le hip-hop street, popping, tout ça qui est très pour les battles et tout. Et puis la New Style, c'était ce qu'on voyait beaucoup en télé. Ouais. Ce qu'on voyait beaucoup en télé où t'as le chanteur devant et derrière t'as les danseurs, tu sais, pour comme Usher, c'était la danse New Style, tu vois, qu'on appelait. C'était vraiment ce mélange de New Style, de mélanger toutes les danses, poppins, smurf, break, tu mets du jazz, mais ça reste hip-hop, quoi. Et donc que la danse, tu participais pas au choral? Non, pour l'instant c'était que la danse et puis après on a commencé à me ramener vers les petits trucs, les cours de théâtre et tout, et pareil, des très bons profs qui ont su m'aider à prendre le contrôle de la scène, de l'espace et d'apprendre à parler fort, toutes ces choses-là, les bases un peu du théâtre et tout. Après, voilà, on est à l'église, donc on nous faisait pas lire du Shakespeare, non, c'était, voilà, on faisait... On rentrait la Bible. Exactement. Ouais. Et c'était une église avec une majorité noire. C'était mélangé, hein, mais une majorité noire. Donc refaire Moïse avec que des Renois et tout. la crucifixion de Jésus avec que des noirs derrière et Jésus noir et tout. C'était marrant, tu vois, à faire et tout. Mais c'était très drôle. Et donc au parallèle, tu fais les études et c'est quand que tu t'es dit que ta vie sera dédiée à l'artistique? C'est donc là on est en 99, donc je commence vraiment en 2000, tu vois, à prendre des cours de danse. Et après moi, à partir de ce moment-là, je sais que je vais en faire, quoi. Et puis j'ai toujours été quelqu'un d'optimiste, un rêveur. On m'appelait un peu le petit comment ça s'appelle, Oliver Twist, parce que j'ai toujours été un peu dans ma tête ce petit qui est un peu dans son coin, mais demain ça va le faire, tu vois. Parce que je suis passé par des moments un peu durs et j'en parle un peu dans mon spectacle de ces moments qui ont été un peu très très éprouvants dans ma vie, mais ça a été des moments où, même dans ces moments d'épreuve, je suis resté accroché à ce rêve que j'avais. C'était un jour les gens vont savoir comment je m'appelle, tu vois. Je vais faire de la télé, je vais danser pour des artistes et puis après je ferai rigoler les gens, je vais faire des films, tout ça et je me suis accroché à ça et c'est ça qui me maintenait en vie. C'était même dans les moments durs où tu t'es là, tu dis waouh, c'est chaud, mais moi j'étais en mode c'est pas grave, demain ça va le faire. Ça va le faire. C'est ta foi, enfin, qui te. Exact. T'as décidé en disant que voilà, tu sais c'est que ça, t'as un pour chemin. moi, il y a rien d'autre que ça, quoi. Et à ce moment-là, tu vois, je travaillais vite fait à l'école. Et quand j'ai commencé vraiment à être sérieux à ce niveau-là, au niveau de la danse et du théâtre, je me suis dit, tiens, tu vas commencer à bien travailler à l'école parce que tu sais où tu veux aller, donc ça sert à rien de faire le bête et de faire le mongol et tout, tu vois. Mais juste une question, enfin après, réponds pas si tu veux, mais quand à l'église, tu fais des rencontres, première rencontre, parce que t'as 13, 14 ans, enfin, c'est à l'église que tu les fais, je suppose. Exactement. Parce que tu fréquentes que les gens que c'est ouf parce qu'il y a un espèce de truc qui est, tu vois, pour les gens qui sont extérieurs à ça, ils vont dire que il y a cet esprit, il y a un peu ce truc de secte, tu vois. Et c'est vrai, même si c'est pas une secte, mais c'est vrai qu'on est un peu entre nous, tu vois. C'était un peu les discours qu'on avait de nos responsables ou du pasteur, c'était ne vous mélangez pas, n'écoutez pas la musique mondaine, n'allez pas en boîte de nuit, rentrez pas dans cette vie de débauche, tout ça et tout. Donc
presque 6 jours sur 7, j'étais qu'avec des gens de l'église. Oui. Tu vois, je disais pas de grossièreté. Oui. J'ai commencé à dire des grossièretés à l'âge de 24 ans. Non. J'ai 31 ans, tu vois. Ton premier gros mot, c'est à 24 ans? C'est à 24 ans que j'ai commencé à en dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'avait pas le droit, tu sais, d'avoir un langage. Pour que tu franchisses le pas de Ouais, c'était plus vas-y, moi je fais de la télé, je fais des trucs et genre, tu vois, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a suffisamment emmerdé pour mais c'était dur, hein, mes premiers gros mots à 24 ans, ils étaient nuls, hein. Tu sentais que c'était un permis A que je venais d'avoir. C'était quoi, zut? Ouais, c'était des zut, punaise. Et quand je disais putain, tu sentais que le putain, il était pas encore bien dans ma bouche. Tu vois, que même la gueule, quoi. Ouais, même les muscles de ma bouche, ils savaient pas. Tu dis quoi là, man? Donc jamais. Ah non, je disais pas de grossièreté. Même au collège, j'étais un peu à part parce que je voulais pas de grossièreté à côté de moi. Tu dis des grossièretés, tu traînes pas avec moi. Donc je traînais tout seul au collège. Donc c'est un régal pour tes parents. Ouais, mais ouais, non, j'étais l'enfant cool parce que ma mère, elle avait pas prendre la tête avec moi. Elle savait que je dansais, je rentrais, je travaillais, puis je dansais, et puis quand je lui disais que j'étais quelque part, j'étais vraiment, parce que l'idée plus importante pour moi, c'était de gagner sa confiance. Parce que si j'avais besoin de faire des trucs au niveau de la danse, elle allait me laisser faire parce que je travaille bien à l'école et parce que elle me fait confiance, quoi. Ouais, tu faisais tes preuves au niveau des résultats scolaires, donc c'est sûr. C'est ça. Ouais. Très rapidement, t'es tourné vers l'artistique, donc tu passes le bac, et après tu. Quel bac? J'ai ni passé le bac, j'ai ni passé le brevet, je me suis arrêté en troisième. En troisième. Narvalo, et ouais. Et ça se passe comment quand tu t'arrêtes l'école? Je suis en classe européenne et j'arrive en troisième. Tu vois, je bossais bien, tu vois, mais je m'ennuie. Je viens tu sais, je commence à avoir pas mal de retard, ce que j'ai gardé aujourd'hui. Je suis hyper en retard tout le temps. Mais j'ai énormément de retard et puis des retards, je commence à être de plus en plus absent et à louper des 1 semaine, 2 semaines à venir. Et en fait, tu sais, je me dis, mais je suis là, je perds mon temps, quoi. Je pourrais tout de suite aller faire des castings, tu vois, aller danser, tout ça et tout. Je suis prêt, tu vois. Je sais que j'ai pas envie de faire autre chose que être dans l'artistique, être danseur et être acteur, tout ça, et ça va le faire. Même si ça me demandait du taf, du temps, je m'en fiche, ça va le faire. Parce qu'il n'y a pas de BEP danse ou de... Non, il y avait rien de tout ça. Donc, du coup, au bout d'un moment, je décide d'arrêter l'école. Et ta mère, elle réagit comment? J'en parle à ma mère, j'ai peur qu'elle me tue, qu'elle me déchire, et elle me regarde, elle me fait non. Parce que t'es super jeune à ce moment-là. Ouais, elle me fait non, vas-y. Je te fais confiance parce qu'elle m'a déjà vu danser, elle m'a vu danser à l'église, elle m'a vu jouer, tu vois, interpréter des personnages, tout ça. Donc, et elle voyait la réaction des gens, les gens qui me boostaient, tu vois. Je t'ai dit, c'était une église de 3-4 000 personnes. Donc, quand t'as tous ces gens-là qui viennent te voir pour te dire, waouh, tu joues bien, tu danses bien, waouh, t'as quelque chose à faire dans ça et tout. Déjà, moi, ça me motive, ça donne de l'estime. Et puis, même pour ma mère, c'était rassurant, tu vois. T'es un peu la star de l'église à l'époque? C'était ça. Ah ouais? Ouais. Pour de vrai, j'étais le petit. En plus, j'étais petit, moi, à l'époque. J'étais pas comme aujourd'hui, musclé, tout ça. J'étais tout petit. J'avais des tresses. Je ressemblais à Bowo. Donc, on m'appelait Bowo et tout. Tu vois, j'étais sûr. Et j'en jouais de ouf. Donc, t'apprenais également à jouer de l'instrument? Et j'ai appris, à jouer de la guitare, ouais. Avec solfège? C'était des cours de solfège? Alors, non, c'était plus à l'oreille. C'était plus à l'oreille parce que c'était, tu sais, tu suis le flow, en fait. Il y a plein de jeunes. En fait, toi, t'es là, tu prends des cours de danse et t'en as d'autres qui prennent des cours de saxo, de piano et de musique. Et puis voilà, comme je faisais partie d'un groupe de gospel, t'avais envie de chanter certaines chansons. Donc oui, c'était des musiques incantatoires. C'est ça. Plus des musiques nous on appelle ça des musiques de louange, tu vois. Ça donne quoi, par exemple, si je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Après, ma voix, elle est éclatée. Hein. Non, ça va. Elle est éclatée. Disons que c'est juste. Oui, c'est vrai, moi tu chantes juste, tu veux dire, t'as pas la voix de Michael. Arrêtez de me flatter les mecs parce que je vais reprendre la chanson. Donc c'était ça, quoi. Et du coup, donc tu vois, j'avais envie d'apprendre à jouer de la guitare parce que t'as ton pote qui sait jouer de la guitare, donc t'apprends et puis tu viens avec ta guitare et tu progresses de jour en jour, quoi. Donc il y a le gospel. Ouais. Il y a la musique, il y a la danse, il y a l'expression orale, théâtre. Là, on va dire que t'es en train d'être formé. Ouais. Et tu performes tous les dimanches. Je performe devant des gens. Alors, c'était pas tous les dimanches. Il y avait de temps en temps, ça pouvait, mais c'était plus on avait un espèce de festival chaque année, un festival annuel. D'accord. C'était l'été. On appelait ça le festival Impact où on faisait 1 heure de show. T'avais les rappeurs qui faisaient. Je pensais que tous les dimanches, il y avait quelque chose la chorale, oui, tous les dimanches la chorale, mais pour la danse, non, on avait des cours de danse tous les samedis.
D'accord. Ça oui, tu vois, donc on prenait nos bases et puis même moi je me suis mis après à donner des cours parce que les profs que j'ai eu, tu vois, à un moment ils ont fait 3 ans à nous donner des cours et puis après ils sont partis, ils étaient fatigués de donner des cours, donc moi j'ai pris des plus petits, des juniors. Quand moi j'avais 13 ans, je donnais des cours à des petits de 7 ans, 8 ans. 13 ans, tu formais voilà, d'autres donc même moi ça m'a donné le goût de la pédagogie, le goût de l'échange, d'apprendre, tu vois, d'apprendre et de partager et tout. Donc c'est un truc que j'ai gardé aujourd'hui, j'adore partager, ou quand j'ai l'occasion de faire des masterclass ou donner des cours, je suis le premier à foncer et tout. Parce que j'adore vraiment apprendre, aider les gens, comme je dis, voilà, ça reste vraiment dans ma nature, ce truc de aider les gens à aller d'un point A à un point B. C'est vraiment un truc qui me motive et qui me rend même heureux. Parce que de donner, quoi. De donner, ça, plus je donne, plus moi je kiffe, quoi. Et la danse, du coup, avec en dehors de l'église, que ça, tu commences À 17 ans. à 17 ans, ça se passe comment? Tu fais des auditions? Alors, non, le truc de ouf, c'est que à 17 ans, je rencontre un mec qui travaille avec Sully Sheffield, le rappeur. Je le rencontre dans la rue. C'était à l'époque de MySpace, tout ça et tout. Et il avait une marque qui s'appelait Dumpy Fresh. Et je le rencontre et on se parle sur MySpace. Et je lui dis, écoute, j'adore ta marque, je kifferais trop la porter. J'ai un groupe de danse avec qui on peut, faire quelque chose avec ta marque et tout. Parce que lui, il venait de commencer et tout. Et il me dit, vas-y, cool, viens, on se rencontre. Je fais une soirée spéciale au J-Bus Club et tout. Viens. Moi, c'est la première fois de ma life que je vais en boîte de nuit, man. En fait, j'ai déjà été dans des boîtes, mais c'était plus des, tu sais, quand j'étais danseur et tout, mais c'était boîte de danseurs, tu vois. Oui. Et j'avais 13 ans et tout. Mais là, boîte de nuit, meuf, short, poum poum, ça twerk partout, les mecs, tout ça. Et moi, je suis encore un mec de l'église, tu vois. Donc c'est le samedi soir, donc j'y vais et j'ai qu'une peur, c'est de rencontrer quelqu'un que je vais rencontrer à l'église le lendemain parce qu'il va me balancer. Lui, il était là dans une boîte de nuit en train de danser sur du Snoop Dogg, à frotter des meufs, tu sais. Et du coup, j'y vais et je rencontre des danseurs, tu vois, des danseurs, parce que j'avais un flou en plus ce jour-là, j'avais osé mettre un pantalon pas de def avec une veste trench et des Nike Air Dunk. C'était à l'époque, c'était grave à la mode, tu vois, les Air Dunk et tout, avec plein de couleurs, tu sais, et tout. Et je mets ça et un gars danseur qui me dit putain, je kiffe trop ton flow et tout, il s'est osé pas de def, t'es chaud toi. Et moi je suis là, tu sais, j'ai toujours été un peu excentrique moi. Soit à la fois je peux être très neutre dans ma manière de m'habiller, ou soit je peux vraiment faire des folies, mais je crois que ça doit être dû à mon côté congolais, ça. La sapologie. La sapologie, c'est dans le sang, c'est l'ADN, tu vois. Et du coup, il s'avère que ce danseur-là, il fait partie d'une école de danse qui s'appelle l'AID. Et l'AID, c'est une grande école de danse où ils ont formé énormément de grands danseurs. Et le concept de cette école. Quelle est cette école? Elle est dans le 16e. Dans le 16e, alors je me rappelle plus trop de l'arrêt du métro, mais c'est dans le 16e et tout. Donc là, c'est une école classique, c'est-à-dire qu'ils forment des danseurs. Voilà, c'est une école vraiment de danse, c'est comme un espèce de conservatoire. Le seul concept de cette école, c'est que il donne des cours gratuitement, mais des vrais cours de danse, tu vois. Kamel Ouali, en fait, il a donné des cours dans cette école, où je crois qu'il est même sorti de cette école. Et la plupart des danseurs qu'il a pris dans ses comédies musicales, c'est dans cette école. Et le concept de cette école, c'était de donner des cours gratuitement, mais dès que le danseur évolue, il est en contrat avec l'école, et dès qu'il y a une comédie musicale, il est forcé de faire l'audition. S'il est pris, il va être pris en tant que stagiaire, tu vois. Il va pas être pris en tant que pro. Oui, c'est-à-dire s'il est censé avoir un salaire de 3 000 €, il va prendre un salaire de 600 €. Voilà. Et après, je trouve ça magnifique. Tu assures derrière. Magnifique parce que tu fais une formation 2 ans où tu apprends la danse classique, danse contemporaine, du jazz là, avec. Tu touches à d'autres trucs. Là. À un moment donné, tu vas avoir d'autres types de danse. Exactement. Ouais, et t'es face à des très très grands profs, des très très grands danseurs avec des pointures, et tu sors de là avec une formation de ouf. Donc lui, il sortait de cette école-là, pas moi. Tu connais le film Fame? Ouais. Ça ressemble à ça un peu. Ça ressemble totalement à ça. Ouais, c'est pas un cliché. Ouais, c'est pas un cliché, non. C'est vraiment, t'as des danseurs street et qui sont arrivés dans cette école en mode, on dit bon, demain c'est chaussons, et t'es en mode, tu te mets en mode ballerine, tout ça et tout, et t'as ceux qui résistent au début et puis qui prennent goût. Ouais. Ils y prennent goût, et puis tu les vois 2 ans, 3 ans plus tard à maîtriser leur barre au sol, voilà, tu sais, des pirouettes, tout. Donc ça là, et tout. Toi, t'arrives dans une structure, excuse-moi, comme un immense gymnase de forcenés, ouais, avec que des warriors, tout le monde se tape, une énergie, de la sueur, tout le monde se bagarre, et des heures par jour. Des heures, c'était les cours du matin jusqu'à l'après-midi, quoi. C'était ça. C'était du 8h à 16h, il me semble, si je dis pas de bêtises. Les blessures, tout ça, ça arrive. Ça arrive. Moi, je me suis jamais blessé à part une fois où j'ai eu une espèce de sciatique, mais ça c'était moi, tu vois, plus moi. Mais sinon, j'ai jamais eu de grosses blessures à part quand j'étais plus petit, quoi, une petite fracture à la cheville, tout ça, mais une bonne gêne de rien. Ouais. J'ai toujours été un peu un chanceux. Je suis de nature à être très, très souple naturellement, même si
j'ai pas une souplesse de ouf, mais j'ai une capacité, tu vois, à l'être. Donc si je travaille, voilà, je peux très 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 vite prendre en souplesse et tout. Et puis je suis quelqu'un qui j'apprends très vite, quoi. Donc, tu retiens vite, donc je retiens vite répéter, et tout. J'ai quand même besoin de répéter, mais j'apprends vite. Oui. Tu vois, ça rentre vite dans voilà, j'ai cette acquisition très 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 speed, quoi. Et comment tu te sens par rapport à ça? Parce que t'es comme un poisson dans l'eau du fait que t'as eu ta formation quand t'étais du temps de l'église. Moi, déjà, je fais pas partie de cette école, donc j'ai envie d'en faire partie, mais le problème, c'est que il y a un casting pour c'était un show de danse à l'époque, c'était en 2009 et c'était pour les 40 ans de la libération libyenne. Voilà, donc c'était en Libye et les 10 ans de la Ligue africaine, tu vois, que Kadhafi avait fait et tout en 2009, tout ça quand il était en bien avec Sarkozy. Le comeback. Voilà. Le comeback de Kadhafi. Et du coup, il avait demandé à avoir des artistes français, quoi. Donc on part à 200 danseurs. Moi, je fais le casting et j'ai jamais fait de jazz ni rien, tu vois. Donc le casting, il est fait en 2 fois. Un casting jazz et un casting hip-hop. Moi, après, j'ai toujours regardé. Moi, ma mémoire, elle est très visuelle. J'ai passé énormément de temps dans ma vie à regarder des vidéos de danse sur YouTube ou regarder tel chorégraphe quand il chorégraphiait Matt Pokora, regarder les danseurs. Donc, j'apprenais le style comme ça. Donc, ça fait que quand j'arrivais dans leur cours, même si je pouvais lutter 40 minutes, mais le flow, je l'avais compris parce que j'avais passé des heures à les observer, à comprendre leur flow, le style, la rythmique, tu vois, tous ces changements d'énergie. Donc, du coup, quand j'arrive à ce casting un peu et tout, le jazz, je suis pas bon au jazz, mais j'ai le semblant au jazz, tu vois. C'est-à-dire que j'ai cette souplesse et j'ai limite cette grâce qu'il faut avoir, tu vois, quand tu fais du jazz, cette amplitude des bras, des mouvements, tout ça. Quand on parle de jazz, c'est Broadway. C'est le style Broadway. Mais t'as modern jazz et t'as le jazz pur, tu vois, le jazz où vraiment les bras t'ouvrent, tu sautes, tout ça, tous ces trucs un peu un mélange un peu à la Fred Astaire, quoi. Ouais. C'était vraiment tu vois, ces trucs très Broadway, quoi. Très Broadway. Par le geste, exactement. Par des attitudes. Voilà. Non, on n'est plus dans du hip-hop, dans du tu vois, on est vraiment sur du c'est des respirations, des trucs qui. Mais sauf que moi, j'en ai assez maté des vidéos, tu vois, donc je suis un peu prêt. Fred Astaire, tu regardais tout ça? Ouais, je regardais tout ça, tu vois. Ouais. Et du coup, à ma grande surprise, je suis pris. Ouais. Et hip-hop, je le fais facilement. En plus, c'était un danseur que je connaissais, que j'avais rencontré quand j'étais plus petit. Et lui, il faisait partie des chorégraphes, donc il m'a déjà un peu dans son cœur et tout. Mais il s'appelle comment? Il s'appelle JP Chandler. D'accord. Et c'était un prof de hip-hop jazz et hip-hop girly, tu vois. Hip-hop girly, c'est hip-hop, c'était style très meuf à l'époque où c'était vraiment très efféminé, tu vois. Beyoncé, ce exactement. Et t'as des mecs qui prennent des cours comme ça, moi j'en prenais et tout, tu vois. Donc il y a pas ce truc de guerre des sexes dans la danse, hein. C'est pas t'as un mec, tu dois pas danser comme ça. Non, c'était tout le monde danser ce qu'il avait envie de danser, quoi. Ouais. Et du coup, je suis pris. Et c'est marrant parce que dans cette école, j'avais demandé à m'inscrire et on m'avait dit non, on n'a pas envie de te prendre. Alors que tu sais, j'étais là en me disant mais pourquoi les autres ils peuvent le faire gratuit? Moi aussi j'ai envie de prendre des cours gratuits et si je suis pris sur un truc, voilà, vous faites comme tout le monde. Et ils ont pas voulu. Et quand ils ont vu que j'ai été pris sur le plan là pour la Libye et que j'allais prendre mes 3 000 € en tant que pro, ils m'ont dit si tu veux, tu peux commencer. J'ai no way. J'ai bye bye. I'm a professional now. Donc t'es parti jouer en Libye. On est parti danser en Libye devant Kadhafi. Waouh, c'était une expérience de ouf. C'était mon premier contrat de danse parce qu'on était en Libye. Ouais. C'était à la fois dingue parce qu'on était 200 danseurs, mais on avait tous un appartement, tu sais, au bord de la plage avec une plage privée juste pour nous. Et c'était fou, ça mangeait à gogo. Alors la nourriture, c'est un truc de fou, mais c'est plus le soir qu'on se retrouve dans le lieu du spectacle, tu vois, pendant qu'on répète pendant une semaine, t'avais des snipers partout parce que t'as un moment, t'as le fils de Kadhafi qui se promène pour regarder un peu le truc et t'avais des snipers autour de toi, tout ça, tu flippes un peu, quoi. Ouais. Mais c'était une expérience de fou parce que c'était mon premier contrat en tant que danseur et c'était pour moi une espèce de ça y est, t'es pro maintenant. Tu vois, t'es dans le game, ce que t'as toujours voulu. T'es dans le game et t'es avec des gens que t'as fantasmé, que t'as vu à la télé petit, où tu t'es dit, je vais danser avec ces gens-là, et maintenant tu parles avec eux, tu rigoles avec eux, et c'est des gens qui kiffent ta vibe et qui sont en train de te proposer des trucs, et c'est là où ça a commencé ma vie en tant que danseur professionnel. Ouais, donc tes premiers euros gagnés grâce à ta passion. Exactement. Tu professionnalises et t'enchaînes sur quoi derrière? Parce que ce que j'ai vu, t'avais fait quand même des tournées. Alors, j'enchaîne sur Laurie.
Je fais non pardon, je dis des bêtises, j'enchaîne sur Ariel Dombal. Ariel Dombal. Je fais 2 ans de promo télé avec Ariel Dombal et puis après Laurie. Après Laurie, je fais un show qui s'appelle RFM 80. C'était la tournée des Stars 80 où toute la France avec les Jean-Luc Lahaye, Franck. On est sur des choses totalement différentes. Ouais. Ariel Dombal, c'est plus musical, on va dire. Ouais, plus musical comme ça quoi. C'était avec une meneuse de revue. Ouais. Tu vois, avec plein de mecs autour. Un peu c'est ça. Voilà. Et elle avait repris une chanson espagnole qui s'appelle Porque te vas. Elle avait fait tout ça. Et donc, du coup, elle avait fait et on faisait pas mal de promos télé. On avait beaucoup de promos télé. Beaucoup d'émissions. Et pour moi, ça a été l'une de mes plus belles expériences d'avoir dansé pour Ariel Dombal. Parce que les gens. Ouais, parce que les gens ont une image d'elle un peu, ils se disent elle est un peu, bizarre ou loin dans son cerveau. Pas du tout. Je pense qu'elle en joue. Ouais. Elle en joue énormément, mais pour moi, ça a été comme une mère, quoi. Elle m'a donné mes premiers conseils en tant qu'artiste, danseur, et moi je lui ai dit déjà à ce moment-là quand je dansais que je disais voilà j'ai envie de faire de la comédie plus tard, et elle m'a appris à faire des shoots photos où je devais plus sourire ou être, tu vois, elle m'a donné des conseils de fou. Elle était vraiment, elle a été au petit soin avec les danseurs et surtout moi quoi. Donc pareil, gros bisous à Ariel Dombal. D'ailleurs toi tu reconnaissais les gens qui transmettaient comme ça à chaque fois? Ouais. Dans ton parcours, à chaque fois, tu repérais les gens comme toi qui aiment transmettre. Totalement. Et je l'ai vu avec Ariel Dombal. Je l'ai vu après. J'ai dansé pour Laurie. Laurie, c'était un peu plus compliqué parce que elle revenait, donc elle était pas en confiance, donc c'était un peu dur. Tu vois. Il n'y avait pas un manager aussi. Ouais, mais je l'ai pas connu moi lui. Je l'ai pas connu. D'accord. Après, j'ai eu la chance de faire comme je dis les stars des années 80. Et stars des années 80, j'étais avec comment il s'appelle, Cookie Dingler, Jean-Luc Lahaye, Lilo, non Sabrina, tout ça. J'ai oublié comment s'appelle Lilo ou non, je dis des bêtises là. Mais Patrick Hernandez, non? Exactement. Début de soirée, tous ces gens-là, Émile et Images. La crème de la crème de la variété. Et ils étaient tous attention, magnifiques. Des millions de disques vendus, tout ça. Ça t'approche du milliard tout cumulé. Et ils tournaient de 1 an avec eux et tous magnifiques parce que tout le temps, c'était des tournées, on partait une semaine, donc tout le temps, matin, midi, soir avec eux dans le car, à l'hôtel, à rigoler et magnifique. Et c'était quoi, les zéniths, les salles? C'était des zéniths. C'était que des zéniths blindés, tout le temps blindés. Et toi, tu faisais que chanter, que danser, ouais. On était un groupe de danseurs avec un chorégraphe qui avait chorégraphié qui avait fait plein de tableaux pour tous ces artistes et c'était un gros show de 2 heures quoi. Donc t'as une choré pour chaque chanson. Chaque chanson. Donc là, chaque chanson, chaque tenue. Voilà, danser. Et c'est des contrats où ça va vite, où voilà, lundi tu danses pour un tel, et puis mardi t'as un plan pour un tel, et puis mercredi t'as un clip, et peut-être le clip il est à Paris ou. Parce que là tu vis où à ce moment-là? Parce que je vis à Paris. Un point de fixation. Ouais, j'habite à Paris, mais c'est des fois tu fais des castings où des fois c'est que du bouche à l'oreille parce que t'as bossé avec tel chorégraphe, et puis tel chorégraphe demain il sera danseur sur tel plan, et puis demain il sera chorégraphe sur un autre chanteur, donc et il a kiffé danser avec toi. Donc il va t'appeler sur tous ces trucs. Du coup, donc la vie parisienne, tu la découvres en même temps? Ouais, je la découvre à ce moment-là. Exactement. Les people, le show, tout ça, tout ça, tu crois. Ouais, je vis ça à ce moment-là, je vis tout ça à ce moment-là, quoi. Et c'est des expériences. Pour moi, je suis heureux parce que je suis en train de réaliser ce que j'ai toujours visualisé dans ma tête. Et c'est là où je me dis, parce que j'avais aussi lu un livre qui s'appelait Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui parlait de tout ça en fait. Et ça a été un déclic, ce livre, dans le livre. C'est le pouvoir de l'imagination, de créer ce que tu as dans la tête et de le créer dans son espèce de comment dire. Ouais, c'est un mantra qui dit que si tu visualises ça, tu peux le créer dans comment on appelle son. J'ai perdu le mot, mais en quelque chose de tangible, quelque chose de, tu vois, c'est tu crées ta pensée en fait. Ouais. Et moi, en tout cas, je fais partie de ces gens pour dire que c'est totalement vrai à 1000%. Tout ce que j'ai toujours rêvé, imaginé de faire, j'ai pu les faire et même jusqu'à comment je m'habille, ce que je porte, ce que je peux conduire, c'est des choses que j'ai imaginées dans ma tête et je me suis dit voilà, c'est ça que je vais avoir, papa, mais je vais faire ci. Et après, il faut avoir des buts, des objectifs, des plans, avoir la bonne attitude et travailler. Et par rapport à la danse, juste pour terminer avec ça, est-ce que t'as eu l'occasion, la chance d'aller en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple? J'ai eu une fois, on m'a proposé un casting, c'était pour Mariah Carey. Du jour au lendemain, une agence allemande qui me propose, Mariah Carey, voilà, est-ce que t'es chaud pour venir faire un casting pour Mariah Carey et tout. Et c'était la première fois où je me disais, ok, vas-y, bouge, prends-toi ton billet. C'était même pas eux qui me payaient, hein. C'était vraiment, tu vas au casting, prends ton billet. Et c'était un aller-retour. J'ai pris un billet pour faire un casting de 5 minutes pour aller à Berlin et revenir après, quoi. Je suis parti l'après-midi, je suis revenu le soir. C'était la première fois que je bougeais. Bon, finalement, ça l'a pas fait, j'ai pas été pris, mais
moi, après la mort de Michael Jackson, j'ai plus d'ambition de pousser plus loin la danse. À ce point-là. Ouais, c'était vraiment, en fait. Comment tu l'as appris, cette mort là, de Michael Jackson? T'es en 2008, première nouvelle. 2009. C'est en 2009. 2009, ouais. L'été 2009. Quand il y a eu les premières nouvelles de sa mort et tout, ou de son hospitalisation, c'était pour moi une curiosité où je me disais, s'il meurt, ça va faire quoi, tu vois. J'étais vraiment en train de me dire, s'il meurt, ça va faire quoi. Et puis quand ça s'est confirmé, je crois que c'est au bout de 2 jours que j'ai réalisé. Et après ça, il y a un truc qui est comme s'il y avait un truc qui se débranchait à l'intérieur de moi, ou un truc qui est mort au même moment, tu vois. Ouais, c'est ça, la fin de l'enfance, quoi. Parce que ça s'est branché à 3 ans. Ouais, c'est ça. Devant Michael Jackson à la télé. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai, quand il meurt, 2009, 19 ans, quoi. T'as 19 ans, t'es un danseur pro, je vis ma vie T'es en de danseur. Début de carrière, mais je la vis très bien. Parce que tu gagnes très bien quand tu danses pour des artistes et que tu fais partie moi, j'ai eu la chance de faire partie des danseurs qui bossaient. Parce que t'as des danseurs qui bossent pas, malheureusement. Ouais. Comme dans l'humour, t'as des humoristes qui bossent pas encore parce qu'ils débutent. Moi, je faisais partie des danseurs qui bossaient et en plus, j'ai eu la chance de bosser avec tous les chorégraphes qui étaient à l'époque en vogue et qui sont devenus aussi après, mais j'ai bossé avec tous les chorégraphes importants à l'époque. Tu peux même parler carrément de danseur étoile à ce niveau-là. Non, parce que danseur étoile, c'était l'Opéra de Paris. Dans l'autre côté, c'est-à-dire dans ta partie à toi, c'est-à-dire dans votre domaine à vous, il y a des danseurs étoiles. Je sais pas si parce que c'est un autre level, hein, le danseur étoile. Je dirais que pour les danseurs étoiles, je dirais c'est d'une sorte d'élite. Ouais, l'élite. Moi, je dirais pas que je faisais partie de cette élite-là, parce que cette élite-là, c'était un autre level, parce que c'était les danseurs qui dansaient pour Madonna et qui revenaient en France. Mais franchement, avec beaucoup plus de travail, oui. Il y avait moyen. Il y avait beaucoup plus de travail, oui, parce que. Mais là, ça s'arrête avec Michael Jackson. Mais voilà, ça s'arrête avec Michael. Et puis moi, quand je dansais, comme je disais, j'étais pas un gros bosseur. J'étais pas le danseur qui allait training, s'étirer et tout. J'avais ce truc-là dans le sang, dans la peau. J'avais ce truc facile, mais après, je m'entraînais quand même. Mais c'était pas tu vois, moi, je suis même dans mon signe astrologique, je suis un peu un poisson, un rêveur, tu vois. Donc, je suis un peu dans ma base. Après, c'est un choix de vie, après. Ouais. Après, c'est le monde entier. Ouais, c'est déjà autre chose. C'est ça, donc j'avais pas cette ambition de me dire tiens, je vais danser pour Chris Brown ou quoi que ce soit. Je me disais que par contre si on me propose Chris Brown, je serais très flatté, mais j'ai envie de sortir de là. J'en ai marre de donner le buzz à un autre artiste. J'ai envie d'être moi-même un artiste et de faire rigoler les gens, quoi. Et c'est quoi le quotidien quand t'es un danseur professionnel? Faut que tu te lèves. Quand t'es un danseur, non, t'as pas de quotidien. T'as juste si tu bosses beaucoup, t'as pas mal de répètes. Et comme j'ai dit, ça va très vite. C'est que ça va trop vite. C'est que des fois tu peux avoir 3 répètes dans une journée, tu vois, et tu le cales selon ton planning, et c'est le chorégraphe, il a envie de se caler aussi par rapport à toi. C'est-à-dire que le matin, tu peux répéter pour, soi-disant, pour une télé avec Matt Pokora, et puis l'après-midi, tu répètes pour une télé avec Shine que tu vas faire dans quelques jours. Et t'apprends des chorés différentes avec des chorégraphes différents, et c'est très dur. Mais après, t'as l'habitude. Il faut délivrer le résultat très vite. Ouais, il faut délivrer le résultat très vite, parce que t'as la télé dans 2 jours. Donc t'as intérêt d'être au top, ou t'as la télé le lendemain. Tu répètes même après la répète. Ah ouais, moi tu répètes chez toi, et des fois, quand t'es fatigué de répéter avec ton corps, c'est quand tu t'allonges, tu répètes les mouvements dans ta tête. Ouais. Tu te fais les 1, 2, tac, 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 3, 4, 5, 6. En fait, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais. Ouais. Vraiment, c'était ça un peu le quotidien. Et puis, ça, je te dis, donc, voilà, t'as et c'est allé très vite. C'est-à-dire que tu fais ça en quelques années, quoi, en 2-3 ans. Je commence professionnellement en 2007 et 2017 jusqu'à 2014, quoi, je m'arrête. 2014, Parce qu'en fait, Michael est mort en 2009, tu dis 2009. Donc après, t'as moins le délire de. J'ai moins le délire d'aller ailleurs, mais j'ai le délire juste de continuer à vivre des choses, à expérimenter des choses, notamment une comédie musicale, et ça va être Disco que je vais faire aux Folies Bergères. Et Disco, magnifique parce que ça tombe, c'est tellement dans le style que je recherchais, tu sais, hyper funk, Soul Train, et moi, 1 an avant de faire le casting Disco, je me butais tous les matins à regarder les vidéos de Soul Train. Soul Train, c'était les vidéos de Don Corleone. Alors, on va dire c'est quoi Soul Train? Ouais. Tu veux l'expliquer? Ouais, alors Soul Train, c'était une émission de danse dans les années 70 avec des noirs et afro, tu sais, il y avait l'afro, et t'avais cette espèce de une ligne de danse avec des gens sur les côtés, et tu devais passer au milieu de la ligne et danser en fait. Et c'était une émission qui s'appelait Soul Train. Oui. Et dans cette émission, t'as eu des grandes stars qui sont passées pour faire leur promo d'album et en même temps faire danser les gens, comme James Brown et Jackson 5, et énormément d'artistes, quoi, beaucoup, même Run DMC, tu vois, t'as eu beaucoup de gens qui sont passés dans cette émission-là. Et tout le monde danse. Et tout le monde danse dans cette espèce de Soul Train. Et c'était très funk, très soul, tout ça et tout, quoi. Et c'est l'émission, en gros, fallait passer par là si tu voulais faire la promo pour ton album ou ton... avant, ouais. Parce que c'était, dans les années 70, c'était une émission. C'était un immense show. Et pour les danseurs, dans les années 70, à Los Angeles, c'était une émission importante pour se faire connaître.
Tu venais, tu faisais ton petit show loc et puis on te repérait comme ça. Et donc toi, tu travailles là-dessus pour préparer la comédie musicale? Non, même pas, parce que je suis pas au courant qu'il y a cette comédie musicale. Je le fais par pur kiff parce que moi j'adore les trucs à l'ancienne. Je suis hyper old school et j'adore l'énergie, l'âme d'avant, tu vois. Donc je regardais parce que ça me faisait kiffer, je me projetais et sans savoir qu'au final, j'allais avoir un casting privé et dont le style allait demander ça en fait, allait faire appel à cette vibes-là, cet esprit-là. Donc quand tu vas au casting, et quand je vais au casting privé, alors histoire de fou, histoire de dingue, hein, et je vais dire un truc qu'ils osent peut-être pas dire ou on n'a jamais dit en public, mais dans ce casting, c'est un casting privé où il fallait genre ça se fait en 2 jours, ça commence avec 20 danseurs et moi Dieu merci je fais partie de ces 20 danseurs. Et moi je suis content d'être là parce que c'est disco, c'est funk, c'est mon truc, donc je kiffe, je me dis je m'en fiche, je suis pas pris, je kiffe, tu vois, je me lâche. Et il s'avère que dans ce casting là, il y a un danseur qui est déjà pris. On est en France, c'est les quotas encore, donc pas de noirs, faut qu'il y ait un noir et un blanc. Et le truc, c'est dans les danseurs déjà dans les 20, il y en a déjà un qui faisait déjà partie des danseurs, du chorégraphe, qui connaissait, donc tout le monde savait qu'il était déjà pris. Donc et c'est un noir et tout le monde se disait c'est mort pour l'autre quoi. C'est mort pour les autres noirs. Mais on se donne quand même à fond, moi je me donne à fond, je kiffe, je m'en fiche, je me dis que je suis là, c'est pas pour rien et c'est mon délire, tu vois. Et même mes colocs à l'époque, ils m'ont dit Nick, ça va être pour toi. Regarde tous les matins tu nous casses la tête avec tes Soul Train, c'est carrément pour toi et c'est vrai, c'était pour moi. Et du coup, je fais le premier jour de l'essai. Premier jour passe et le soir il coupe, tu vois, sur les 20, il reste que 3 danseurs. Donc, un danseur noir, moi noir, plus un autre qui est latino-chilien. Pour tout le monde, ils se disent, ça va être celui qui est déjà pris, plus le chilien, parce qu'ils veulent pas de noirs, les quotas, tout ça et tout. Sauf que je suis tellement dedans. Je me donne tellement à fond, mais pas parce que je suis meilleur techniquement ou quoi que ce soit. Non, je suis tellement dans cette énergie-là parce que disco, c'était ça, c'était cette arrivée de la funk, tout ça, disco, tout ça. On sortait tu vois, il y avait toute cette âme. Et moi, je baigne dans ça depuis déjà petit. Aussi, et gospel, t'es habité en fait. T'es habité par quelque chose. Donc tu fais pas que, tu fais pas que danser, t'interprètes quelque chose. Il y a toute une espèce même de style, de vestimentaire et toute une énergie, une âme, tu vois. Tu connais Mahalia Jackson? Ouais. Une grande chanteuse de gospel. Bien sûr. Je crois que c'était Nicoletta, j'avais vu une interview qui avait dit que quand elle chantait, t'avais l'impression qu'il y avait Dieu qui lui parlait. Mais ouais, mais parce que tu te mets en transe, limite. Toi, t'as senti des fois des choses comme ça? Mais ouais, tu te mets en transe, tu sors de toi, en fait. T'as une présence qui te pousse. T'es dans l'âme. C'est pour ça que même aujourd'hui, en tant qu'humoriste, je suis incapable de faire les choses sans mettre de l'âme. C'est pour ça que dans les réseaux, je suis très discret parce que ça m'intéresse pas, moi, juste de faire une vidéo pour faire rigoler les gens et avoir des vues et avoir des followers. Je l'aurais fait depuis longtemps et j'aurais eu le nombre de followers comme certains qui ont commencé au même moment que moi. Mais moi, j'ai toujours été, laissez-moi dans mon coin, je travaille, je me perfectionne et j'arrive. Ça a toujours été cette mentalité de danseur que j'ai eue. Et dans le disco, quand je fais ce casting-là, je suis tellement dans cette énergie-là, tellement dans cette âme-là, je leur envoie ce qu'ils veulent. Ils m'appellent le soir en me disant, tu sais que t'es pris. Je fais, non, ah bon? Génial. Et ils me disent, la prod, en fait, tu leur as pas juste fait, t'as pas juste réussi le casting, mais tu leur as déjà vendu le spectacle. Ils t'ont vu dans le spectacle. Et c'est pas, encore une fois, je le dis, ça a pas été dû à mon talent ou parce que j'étais meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Non, c'était juste que j'étais dedans dans un élément qui était le mien. Ouais, c'était pour toi, en fait. C'était pour moi, en fait, tu vois. La magie, elle a opéré parce que, mais moi, j'étais même pas dans l'ego de je vais vous montrer quelque chose, j'étais dans un kiff. Comme si j'étais en boîte et à l'ancienne, pas de def et hey, c'est fun, quoi. C'est James Wan, c'est cette époque-là, tu vois. Donc, tout ce que je kiffe, quoi. Et alors, ça a été la tournée d'arrière, c'était quand et tu chantais, du coup, non, j'étais danseur-interprète et c'était une comédie musicale et c'était 3 mois de résidence aux Folies Bergères et puis après 2 mois et demi de tournée. Interprète, c'est-à-dire que tu chantais? Non, c'était plus du comment on appelle ça, playback quoi. Mais plus l'interprète en comédie et de la danse parce qu'on était très 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 vivant dans la comédie musicale. D'accord. T'avais les chanteurs comédiens et t'avais les danseurs comédiens. Donc ça c'est ton dernier projet. Et c'est mon dernier projet dans la danse. Comment le stand-up rentre dans ta vie en fait? Comment à ce moment-là? Le stand-up il est arrivé avant, alors parce que ça c'est en 2013, mais le stand-up il est arrivé en 2011 quand j'ai une sciatique juste après le plan, juste après avoir dansé pour Ariel Dombal, j'ai une sciatique et tout, donc je reste 2 mois bloqué chez moi. Moi j'ai arrêté l'école, donc pas de perspective d'évolution à ce niveau-là. Plus de thunes parce que je gérais mal mes thunes et tout. Terrible quand même. Ouais, donc un peu traumatisé parce que 21 ans, je me dis waouh, ma vie
vie elle s'arrête là comme ça. Tu sais, tu penses comme les footballeurs, tu dis ça y est, je suis mort dans le film là, et je reste comme ça 2 mois en dépression chez moi. Je mange mal, que des frites, tout ça. Les médecins, ils te disaient quoi? J'ai vu que un kiné, tu vois. Moi, j'ai jamais été proche des médecins, j'ai toujours eu peur, tout ça et tout. Donc, j'ai juste vu un kiné et il m'a fait, t'as une sciatique. Mais les frites, c'est pas terrible pour la sciatique. C'était pas terrible, mais je mangeais mal et j'avais pris du poids et tout, 21 ans, que j'avais plus de trucs de danseur. Ah ouais. Mais, pendant 2 mois de dépression, et au bout d'1 mois, je commence, tu sais, à regarder des trucs sur YouTube, à regarder tous les trucs les sitcoms afro-américaines. Donc je me remets à regarder les Arnold et Willy, comment ça s'appelle, Steve Urkel. Après je tombe sur la série de Martin Lawrence que je connaissais pas. Je savais pas que Martin Lawrence avait une série qui s'appelait The Martins, et je le découvre. Moi je le connaissais qu'en tant qu'acteur, je savais même pas qu'il avait fait du stand-up, et je le découvre dans cette série et je deviens ouf. Dingue, je dis waouh, c'est quoi cette dinguerie et tout, bam, je rigole et je suis mort, et puis je me remets à regarder Prince de Bel-Air, et puis les frères Wayans. Là tu découvres la sitcom en fait. Et là je découvre vraiment la sitcom, tu comédie. vois, et je les regarde en anglais en plus parce que c'était sur le streaming, tout ça, donc voilà, tu vois, donc du coup je comprends à cause des mimiques. Ouais. Pas vraiment ce qui se dit, mais à force de regarder, je commence à comprendre, tu vois. Et puis je tombe sur Def Comedy Jam, tu vois, avec l'origine du stand-up un peu entre guillemets urbain, tu vois, avec les débuts de Chris Rock, de Dave Chappelle, de Jamie Foxx, de tous ces grands stand-uppers. Donc toi, t'as pris le stand-up par le goût américain. Par le goût américain. Et je connaissais pas le Jamel Comedy Club encore. Non, c'était pas côté français, hein, pas côté français. Original. C'était l'original. Je suis tombé sur les Def Comedy Jam, et en regardant les Def Comedy Jam, là, je suis, tu vois, YouTube m'a envoyé des vidéos quand tu les vois, les mecs sur scène, toi, en tant que danseur, tu vois la chorégraphie? Quand je vois ça, je vois la chorégraphie. Je me dis, c'est ça que je dois faire. Parce que je peux allier la danse et les paroles. Mais il faut parler. Et il faut parler. Et je kiffe. Et puis t'avais une petite formation quand t'étais à au gospel même quand j'avais fait mes trucs de théâtre, j'avais déjà fait un espèce de one-man show à l'époque dans cette église, et c'était très inspiré de Franck Dubosc, que j'aimais énormément, et j'avais fait rigoler cette église, tu vois, qui avait entre-temps pris du monde. On était arrivé à 8000 personnes, et j'avais fait ça pendant deux serments, tu vois, donc et c'était de l'impro. J'étais dans de l'impro et je faisais rigoler des gens dans cet esprit un peu très Franck Dubosc, et donc j'avais toujours gardé au fond de moi que je pouvais faire du one man show, mais je connaissais pas le stand-up. Donc quand je découvre le stand-up, je découvre autre chose que ce délire de Franck Dubosc, que Florence Foresti. Je me dis, mais ça c'est street, c'est lourd. T'as pas besoin de faire genre, ou tu sais, je dis pas qu'ils font genre, mais tu rentres pas dans un perso pour faire rire. Là t'es toi et tu fais des blagues, et en plus tu peux utiliser ton corps, tu sais, c'était waouh, je découvrais quelque chose, et c'est là où je me suis dit, c'est pour moi. Et puis après je suis tombé sur les trucs du Jamel Comedy Club, et en regardant les trucs du Jamel Comedy Club de manière très hautaine, je me suis permis de dire, je peux faire, tu vois, je peux être drôle. Mais bon, tu vois qu'il y a quand même accès en France, c'est-à-dire qu'il y a des lieux en France où tu peux et à partir de là, quand je regarde ça, tu vois, je commence à chercher des trucs de comédie stand-up en France, tu vois. Et je tombe sur le Bordel Club. Bordel Club, où Kayron présente avec Kian Kojandis et tout. Et j'y vais là-bas avec mes potes danseurs. Le Bordel Club, c'était Théâtre Galabru. Hôtel Galabru. À Blanche, métro Blanche. Où il y avait des scènes ouvertes, des open mic. Et c'était les lundis soirs, et je vois Lenny pour la première fois là-bas en 2011 et tout, tu vois, et il m'a tué de rire. Il m'avait tellement tué de rire, et puis moi je suis hyper expressif. Moi tu sais, je rigole, je kiffe. Je me suis levé, j'ai applaudi, et à la fin où il salue tout le monde, il m'a dit, c'est toi qui t'es levé pour applaudir? J'ai dit, ouais mec, t'étais trop drôle et tout. De Lenny Bunga, tu vois, qui était au Bordel Club, parce que moi je suis comme ça, tu sais, je rigole, je kiffe, tu vois. J'ai pas besoin de faire genre. Voilà, c'est cette culture qui est très peut-être à l'américaine, très ou. Ça, c'est en quelle année, tu te souviens? C'est en 2011 là. Je suis en 2011. Ah ouais, vraiment. Tu vois, le début du stand-up en France. Et donc tu fais le Bordel Club, tu dis comment tu fais? Et Bordel Club, avant de le faire, tu sais, je regarde au moins 4-5 fois. Je viens tous les lundis pendant 5 semaines, et puis pour analyser, voir comment ça se passe. Tu vois, j'ai toujours été pro, moi. Jamais été. Je me jette pas pour rien. Je me jette, mais j'ai analysé le truc. Ou si je me jette. En étant dans la danse toujours, ça. Toujours en étant danseur, tu vois, parce que mon dos. Quand je passe par ces moments de un mois à regarder des trucs drôles. Parce que t'as toujours mal au dos à l'époque. Ouais, j'avais mal au dos, mais quand je passe ce moment je me guéris, en fait. En passant des moments à rire. Tu penses qu'il y a un aspect psychologique aussi? Totalement, parce que tu mets ton corps dans une condition où tout va bien. Tu lui dis tout va bien. Donc, du coup, il y a pas le choix. J'en ai plein le dos. Mais oui, mais c'est, par rapport à ce que tu faisais comme danse. Mais oui. Mais tu sentais au fond de toi, pas que t'en avais marre, mais qu'à un moment donné, tu voulais autre chose. Mais il y a entre la douleur physique, mais il y a aussi plein de choses qui se passent dans la tête. Tu vois, parce que le nerf sciatique, ça reste les nerfs. Donc, moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. On l'est tous, mais moi, c'est
très très fort. Je suis quelqu'un de très sensible, je suis beaucoup dans l'énergie, l'intuition et l'empathie, tu vois, donc je réfléchis énormément. Tout le temps, je réfléchis. Je passe ma vie à réfléchir. C'est le nerf le plus long du corps, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, je pense que ça a joué pour beaucoup. Et de passer un mois juste à rigoler, tu sais, ton corps, il dit OK. Et du jour au lendemain, je me lève, tout va bien. Tu te rétablis. Plus mal, tout ça. Voilà. Et du coup, c'est là où on m'appelle pour danser, pour Ariel et Laurie, tout ça et tout. Et j'enchaîne, tu vois. Et puis, en même temps, je commence à regarder ces trucs de stand-up et je me dis, je vais me lancer. Il y a deux chemins, en fait. Voilà. Et je me lance. Et tu lances comment? C'est quoi les premiers un nouveau chemin. Mais c'est le bordel club. Je demande à Kéron, je fais, est-ce que je peux jouer et tout? Il me dit non, je suis désolé, il faut avoir une vidéo et puis il faut avoir un peu de bouteille et tout. Je fais ok, pas de souci. Donc je réfléchis à me dire, faut une vidéo. Mais moi, j'ai toujours été un mec des plans. Tu vois, je me suis toujours dit, il y aura un moyen de gruger le truc. Et la vie est magnifique parce que 2 semaines plus tard, je rencontre Kéron qui présente dans une émission de télé où moi je danse pour une artiste. Et il me voit. Et choqué, et il me dit t'es professionnel toi en fait. Je dis ouais, je suis un danseur et tout. Il me fait t'es un danseur pro et tout. Il me fait cool et ça le fait kiffer, tu vois. Il se dit c'est pas un glandeur qui vient juste dire je vais faire des blagues. Donc on sympathise bien et le soir il m'envoie un message, il me dit ok, tu veux jouer quand? Je lui dis vas-y, mets-moi à la fin du mois. Et à la fin du mois, j'ai rien écrit, rien préparé, tout ça et tout. J'arrive le jour même, j'écris tout le matin et j'arrive le soir, je suis censé faire 5 minutes mais je joue pendant 11 minutes et c'est que le kiff. Que le kiff, je suis en total impro avec des trucs que j'écris, mais avec des trucs où je suis dans l'énergie et puis après je suis dans l'énergie d'une inspiration qui reste très Def Comedy Jam. Je suis habillé de la même manière que ces humoristes à l'ancienne dans les années 90 et tout, les chemises en soie, jeans très larges et tout, tu vois. Donc j'ai le capital sympathique qui fait rigoler les gens, le mouvement du corps parce que je suis très burlesque dans mon humour. Parce que t'as vu les Américains. Exact aussi, tu vois. Donc et ça marche. Et puis après le lendemain, Lenny il me propose de jouer. Il me dit viens, reviens jouer et tout. Et moi, je reviens avec cette confiance en me disant, je vais tout niquer encore. Oh là, je me mange un bide monumental. Et je lui dis, waouh, c'est quoi ce revers? Et je me dis, j'ai refait le même truc hier. Et là, tu découvres c'est quoi le stand-up. Et c'est là que je découvre ce que c'est le stand-up. C'est les bides. C'est les bides. C'est les bombes. C'est les bides. La gueule plusieurs fois. Mais à ce moment-là, je continue de danser encore. Voilà. Et en 2011, 2012, 2013, je fais les comedy clubs, les scènes ouvertes au comedy club et tout. Et puis après disco, c'est là où je me dis, tu sais quoi, ça y est, j'ai fait tout ce que je voulais faire en tant que danseur, c'est-à-dire faire de la télé, danser pour des artistes, faire des clips, faire des pubs. J'ai été aussi dans une agence des pubs, donc j'ai fait des pubs télé, un truc pour l'iPhone, un truc pour une marque d'une agence de voyage, donc des pubs télé quoi, qui ont bien marché et tout. Et je me suis dit, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et mes ambitions, c'est pas de danser pour des Américains, je m'en fiche. Tu vois, maintenant, j'ai envie d'être moi tout seul sur scène et d'être la rosta, pas dans l'ego de c'est moi la star, vous allez me kiffer. Non, c'est plus m'exprimer comme moi j'ai envie de m'exprimer sans exprimer le rêve de quelqu'un d'autre, tu vois. Ça va faire un nouveau cycle en fait. Voilà. Et du coup, donc quand je termine disco, moi je m'attends pas à intégrer, à faire l'émission du Jamel Comedy Club, tu vois, la saison 7 avec Alban Ivanov, Bounaïmin, tous ces gens-là, Farid, tout ça et tout. En 2014. 2014. Je m'attends pas à faire cette émission. T'as la croisée des chemins en fait, la fin de ta carrière. T'as fait plusieurs scènes déjà, tu commences à voir. Mais j'y vais en mode tête brûlée, en mode j'écoute mon cœur. Mon cœur il m'a dit c'est bon pour toi la danse. Maintenant fonce, on se concentre sur le stand-up et il s'avère que quand je fais la scène ouverte du Jamel Comedy Club, le best-of, il y a Ismaël Sissavané qui vient pour devenir le nouveau directeur artistique de la troupe. D'accord, donc pour le présenter, c'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène, scénariste. Pour toi, pour Jimo. Qui met Jimo en scène, qui me met en scène depuis qu'on a arrêté la troupe du Jamel Comedy Club et avec qui je travaille tout le temps. C'est mon meilleur ami, grand frère, poteau, Isma, Izem, créateur, fait partie des créateurs des Lascars, co-scénariste sur l'autre côté du périph', qui a écrit un autre film qui sort là sur Netflix avec Jean-Claude Van Damme, tout ça et tout. Quelqu'un que j'adore et qui aujourd'hui au début était juste mon directeur artistique, mais avec qui j'ai toujours eu on s'est toujours compris parce qu'il grandit aussi aux États-Unis, donc on s'est compris quoi. Et c'est le mec qui a eu confiance en moi quand je débutais, que j'étais nul et que les gens lui demandaient pourquoi je faisais partie de la troupe alors que j'étais nul. Et heureusement qu'il me l'a jamais dit, il m'a protégé à ce niveau-là. C'est un peu ton Michel-Ange du stand-up. Totalement. Parce que il a toujours été vrai avec moi. Même quand je faisais des trucs nazes, il a jamais fait l'hypocrite en me disant ouais c'est bien. Non, il venait me dire, hey, gros c'est un peu naze là ce que tu fais, on va optimiser ça mais c'est naze et tout, ou tu vas pas faire ça parce que t'as pas encore le level, mais moi je crois en toi. Et il me donnait envie de m'améliorer. Il me donnait envie de devenir meilleur et les moments où il croyait pas en moi sur des trucs, il me donnait envie de lui prouver le contraire. Donc il m'a
toujours poussé à grandir et depuis on est devenus très proches où on s'appelle pratiquement tous les jours. Il fait partie de ces personnages dont je t'ai parlé Exactement. qui transmettent, c'est comme ça. Ariel Dombal, comme tous ceux que t'as connus avant avec le gospel, la danse. C'est à chaque ça. fois t'as croisé des individus. Comme Émile et Images, je dirais Mario dans chez Émile et Images et ouais, c'est des gens qui ont eu un impact positif dans ma vie, et Isma, voilà, aujourd'hui il est là jusqu'à présent et c'est vraiment, comme je vous dis, c'est mon grand frère et meilleur pote aujourd'hui, quoi. Ouais. Tout ce que je fais, c'est avec lui, ce que je pense, je lui en parle et tout, tu vois. Est-ce qu'on t'avait vu au Fridge quand t'avais fait ton spectacle et faudrait que le confinement. Avant le confinement, Numéro faut 2. Préciser, saison 2. Ouais. Et quand tu voyais sur scène, c'est vrai que t'avais quand même on sentait l'influence de la danse, ta façon de te déplacer et tout. C'est quelque chose que tu fais inconsciemment ou que t'as choisi volontairement pour la mise en scène. Moi, j'ai toujours été drôle parce que dans l'humour, t'as des gens qui ont leur manière de faire rigoler les gens. T'as des gens qui sont très très forts en punchline. Ça a jamais été mon point fort, la punchline. Je le développe maintenant. Je commence à être bon à envoyer des vannes et tout, mais je suis pas comme par exemple Ahmed Sparrow, même Lenny qui est très fort en punchline, ou même Redouane Bougueraba ou Boudère qui est un grand tueur. Tu vois, je suis pas ce genre de mec. Tu sais, je me retrouve avec eux, ils me terminent ces gens. Même si je vais sortir des trucs, mais ils me terminent bien et j'appelle le 911. Par contre, en danse, par contre, tu les éclates. Bon, en danse, je les éclate, tu vois. mais moi j'ai toujours eu cet humour très burlesque parce que depuis tout petit, j'ai toujours été fan de Jim Carrey, Jerry Lewis, tu vois, Bill Cosby, Mr Bean. Donc j'ai toujours été, même Martin Lawrence, toujours c'est-à-dire le comique été fan, visuel, le comique visuel, le clown, tu sais, le truc qui parle à tout le monde. Sans parler, t'as pas besoin de vanne pour faire rire, tu vois. On peut même remonter à Buster Keaton. Exactement, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, t'en as d'autres encore que j'ai énormément maté dans le burlesque qui sont très très forts et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs une école de mime. J'ai fait l'école de l'élève de Marcel Marceau, tu vois, Mine Marceau. Et le père d'Ayoub Marceau. Ça, tu l'as fait dans cette école? Je l'ai fait alors si j'étais encore danseur, donc je l'ai fait en 2013. Et j'ai fait cette école de mime et j'ai fait ça pendant 9 mois et après cette école de mime, comme je tournais, j'avais plus trop le temps. J'ai fait une autre école là quand j'étais comédien dans la troupe du Jamel Comedy Club, c'était l'école de Jacques Lecoq. C'est une école de théâtre mais accentuée sur le corps, qui parle que c'est que le corps qui doit t'amener au jeu. Tout est concentré sur le corps. C'est du clown, mais au-delà du clown, comme c'est Django Edwards s'y fait un peu. Plus comment dire, parce que c'est vraiment le corps, le langage du corps, comment le corps t'amène au jeu, tu vois, et au-delà du théâtre, c'est de revenir à la base de l'humain qui parle avec le corps. Quand t'es enfant, tu parles avec le corps, quoi. Quand t'as besoin d'exprimer quelque chose, c'est ton corps qui réagit. La chorégraphie, là. Tu vois, et donc on n'est même pas dans de la chorégraphie, on est dans de l'identification. Et cette école, elle était tellement dure, mais elle m'a appris énormément. Sur quoi? Sur le travail. Ça m'a j'ai toujours été un grand bosseur, mais cette école m'a fait comprendre ce que c'était le work ethic, de travailler, d'arriver à quelque chose. Répéter quelque chose. Répéter, chercher et de partir de rien et construire quelque chose et puis même de venir tôt le matin, préparer son corps, c'est la lenteur des gestes. C'est un tout parce que t'as le travail du masque neutre, t'as le travail des masques larvaires dans des gros masques que tu mets où ton corps doit s'adapter au masque. Tu vois, porter le masque. On appelle ça, c'est porter le masque. Tu vois, alors que tu vois pas ce que c'est, toi tu l'as juste vu en le mettant, mais ton corps il doit être au niveau du masque en fait. C'est comme, et en fait ça aide à quoi? Ça aide demain si on me dit tiens joue Mustapha, en fait j'ai passé mon temps à t'observer, à regarder comment tu marches et au-delà de comment tu marches, je regarde pas que comment tu marches, je regarde comment tu respires. Je regarde comment tu clignes des yeux, comment tu vas boire ton verre, tous ces timings. Et du coup, je vais travailler sur ça pour m'identifier à toi, pas imiter Mustapha. C'est devenir. Et ça, c'est un vrai travail. Un vrai travail, parce qu'on s'identifie à tout, que j'utilise maintenant sur scène. Que j'utilise maintenant. Parce qu'on s'identifie à tout, on s'identifie aux matières, on s'identifie aux éléments comme l'eau, le feu. On nous demandait, voilà, tu vas être le feu. Mais pas, tu m'imites pas le feu, si je veux le feu. Et toi, t'es là, tu dois être le feu, l'eau. Mais c'est ton corps, parce que tu dois pas parler. C'est ton corps, tu bouges comme une flamme. T'essayes de bouger comme une flamme, de trouver la même, on appelle ça l'espace de la flamme, l'espace du feu. D'accord. Ils parlent d'espace. C'est-à-dire que si je dois faire Mustapha, je dois trouver son espace. Parce qu'on a tous un espace dans la vie. Tu vois. Et c'est trouver l'espace du feu. Si c'est une matière, trouve l'espace de l'élastique. Quand tu tires un élastique et il tombe, comment il tombe? C'est quoi son rythme? Trouve cet espace avec ton corps. Fais la même chose. Et aujourd'hui, ça m'aide. Ça m'aide quand je construis un personnage ou quand
quand je suis dans mes coachs d'acting et que j'ai envie de sortir une phrase, ben si je pense à un élastique, je vais me dire tiens. Et du coup, la punchline, en fait, chez toi, elle est là. Ma punchline, elle est dans le physique. Voilà. Ma prolongation du rire, elle va venir du physique. Mais aujourd'hui, j'ai appris parce que je traîne avec des vanneurs. Donc, t'es dans cette zone avec eux quand j'ai fait partie de la troupe et la troupe, t'avais Alban, t'avais Jason Brokers, t'avais Foodil, que des vanneurs, Paul Serré, Younes et Bombi, Isma, gros vanneur aussi, tu vois. Donc, que des gros Bunaimin, que des gros vanneurs, tu vois. Donc, à force d'être avec eux, t'apprends à avoir de la répartie. Même si t'es nul au début et puis aujourd'hui maintenant je traîne aussi avec mon comment dire Jeff avec qui je bosse, avec qui on travaille ensemble sur mon spectacle et dans tout et avec qui je fais du sport aussi. Ben nous quand on se retrouve à la salle de sport avec notre coach, on passe la séance à se vanner et même eux ils m'ont aidé à upgrader mon niveau d'humour parce qu'on est tout le temps dans cette zone du rire. Donc t'apprends tout le temps à être dans le rythme, à être tac au tac, allez bim, sors quelque chose, bim. Et moi j'ai toujours été quelqu'un d'empathique, tu vois, j'avais peur de blesser les gens. Maintenant, je m'en fous, tu vois. Maintenant, je te dis un truc parce que c'est vrai, je sais que ça va être drôle, mais je vais désamorcer. Tu vas de loin avant, il n'y avait pas de gros mots avant 24 ans. Ah ouais, 25 ans, 26 ans, j'avais du mal encore à dire des gros mots. Hein. Et parce que tu devrais pas, parce que tu t'es pas trop dans l'impro, quoi. T'es sur scène à interagir avec les gens. Si ça m'arrive. Ça m'arrive. Je me mets beaucoup justement dans des ambiances comme ça. Tu vois, c'est pas mon point fort, mais ça, je le fais souvent. Tu le développes. Je le développe et je le fais souvent. Je m'interdis jamais de le faire. Donc ouais, j'ai pas peur de ça et c'est pas un truc où les gens peuvent me déstabiliser sur ça. Pas du tout. Ouais, vraiment, c'est pas un handicap, quoi. Et quels sont les projets qui sont avant de terminer ça déjà? Juste avoir un conseil donc que tu pourrais dire à des jeunes qui veulent se lancer dans la comédie, donc c'est faire autre chose que de la comédie, c'est-à-dire comme toi t'as fait de la danse, t'as fait de la musique, t'as fait du mime, essayer de compléter un peu ces palettes pour pouvoir avoir d'avoir toujours cette soif. Moi c'est ce que j'ai appris dans cette école Jacques Lecoq, c'est ce qui te pousse à avancer dans la vie, c'est quand t'as le désir d'avancer, tu vois. Donc le désir d'avancer, ça fait que t'as toujours envie d'apprendre. Apprends tout ce qui peut te permettre d'être bon, tu vois. Si t'as envie d'apprendre à jouer de la guitare, hein, et même si tu dis pas que je vais faire de la guitare sur scène, mais c'est une palette en plus, tu vois. Moi je fais des claquettes, je suis en train d'apprendre le saxophone, tu vois. J'apprends plein de choses, mais je le fais parce que je suis quelqu'un, j'adore apprendre. Et je sais que ça va me servir plus tard, ou si ça me sert à rien, mais c'est ma manière de kiffer la vie, de tout le temps avancer, de vouloir avancer, d'avoir ce désir d'avancer, parce que je suis toujours dans ce truc de apprendre quelque chose de nouveau. Et pour moi, le plus important pour évoluer dans la comédie ou même dans n'importe quel domaine dans la vie, c'est l'attitude qu'on a. C'est d'avoir cette attitude déjà, de se dire, tout est une question. Le problème, c'est toi et la solution, c'est toi. Ouais, cherche pas d'excuses. Cherche pas d'excuses. Même si le problème, c'est les autres, on le voit, tu dois toujours te dire que le problème, c'est toi, parce que tu seras toujours dans cette attitude d'humilité de se dire, faut que je bosse, faut que je m'améliore, faut que je bosse, même si on prend pas sur l'émission où je fais partie de l'élite et tout. Et peut-être pas parce que je suis pas bon, peut-être parce qu'ils aiment pas mon style, ou peut-être parce que je suis pas bon. Faut toujours te dire, c'est parce que je dois bosser. En fait, je dois arriver à un point où les gens n'ont plus le choix. C'est quoi le terme? Je disais le work ethic. Work ethic. Et ça a toujours été mon truc, travail. Et moi, je sais que quand je suis arrivé dans l'humour en France, j'ai eu droit à beaucoup de critiques et j'ai droit encore à beaucoup de critiques parce que je sais que mon style est très à l'américaine, très dans l'entertainment, parce que j'ai grandi dans le hip-hop. J'ai grandi dans une église de gospel. J'ai grandi avec cette culture de l'entertainment et en plus je suis un Congolais et il n'y a pas plus d'entertainment que les Congolais, tu vois. Alors laissez-le tranquille. Non, alors laissez-moi tranquille. Et non, c'est juste que ça m'a beaucoup traumatisé à un moment parce que j'avais envie de me lâcher pour commencer à prendre le style d'humour de certains juste pour me faire valider, tu vois. Et je me suis perdu pendant 1 an, 2 ans, dépression, tout ça, parce que tu te dis, moi, ça marche pas comme ça en France. Faut que tu sois comme les autres, tu joues comme les autres, alors que non, sois toi en fait. C'est toi qui compte. Et travaille et maîtrise ton art. En fait, c'est une question d'art. C'est de maîtriser son art. C'est tout. Et tu dis Congo, c'est Congo Brazzaville ou Kinshasa? Congo, Kinshasa, c'est la même chose. Comme Lenny Bunga, c'est ça. Et juste pour terminer, quels sont les projets à venir? 2021, 2022. 2021, j'ai eu la chance de tourner un film avec Mr. Danny Boone.
et tout. Bravo. Ouais, cool. Je devais, c'était un Bien. casting premier rôle et tout. Et finalement, j'ai pas été pris au premier rôle, même si je faisais partie des finalistes. Gros coup de cœur apparemment de la part de mon agent, où Danny Boone avait adoré ma tape et tout. Et finalement, on m'a dit non, ils prennent quelqu'un d'autre, tu vois. Donc que ça se joue entre moi et des grosses têtes. Mais j'étais très très honoré de faire partie de ces gens-là, parce que pour moi, je me dis ça y est, je suis en train de réaliser un autre truc de mon rêve, tu vois. Et finalement, on me dit non, t'es pas pris. Pour que 4 jours plus tard, je reçois un message de mon agent qui me dit Danny Boone a eu un vrai coup de cœur pour toi et il t'a mis 2 scènes avec lui dans son film, des scènes importantes, et voilà, et gros coup de cœur. Et quand je suis arrivé sur le tournage, il a été pareil, il fait partie de ces personnes-là qui m'ont donné beaucoup d'amour. C'était mon premier film, premier long métrage. J'ai pas le premier rôle, j'ai une bonne scène avec lui et une scène importante, et juste il m'a fait découvrir et il m'a protégé, parce que j'étais hyper stressé, parce que faire son premier film et ta première réplique et la personne avec qui t'échanges, c'est Danny Boone, il y a de quoi être intimidé. Et moi déjà, je suis quelqu'un de très angoissé, donc il m'a rassuré, il était aux petits soins avec moi, il me donnait du temps et de l'amour, et puis c'est une personne en or, parce que toute l'équipe technique était en kiff avec lui, même les gens qui passaient pendant le tournage, des passants, ils s'excusaient pour dire transmet autour de lui une bonne humeur, et même quand il m'a vu arriver sur le tournage, tu sais, c'est limite, je suis trop content de te voir. Il m'a dit j'ai vu ta tape, et c'est pas joué, il est comme ça. Non, il est comme ça. Il m'a dit j'ai vu ta tape et je suis désolé, j'étais obligé de te donner quelque chose, et ça m'a trop touché. Très grande carrière, l'autre. Danny Boone, attention, lui aussi très dans les mimiques et tout. Et lui pareil, parce que et c'est, tu vois, moi je crois beaucoup au destin et à l'alchimie, aux connexions. Ouais. Je crois énormément au fait de s'intriquer, de se connecter à des gens. Dans le langage de la physique quantique, on appelle ça s'intriquer avec des gens, et dans le langage d'aujourd'hui, on appelle ça la good vibes. Quand tu vois des gens, t'as une good vibe, c'est tu t'intriques avec des gens, tu te connectes avec des gens. Et Danny Boone, quand on parlait de lui, j'ai senti une connexion, parce que il y a ce truc où il est hyper burlesque, hyper dans le jeu du corps, tout ça et tout. Et je me suis toujours dit que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est visualise ce que tu veux dans ta vie. Si tu arrives à visualiser les choses, tu vas pouvoir les réaliser en te mettant des buts, des objectifs, des plans pour arriver à tel point, tel truc, et beaucoup de travail. Et c'est ce que j'ai fait, et voilà, je peux que remercier la vie, remercier les gens qui continuent de me donner de la force, ceux qui m'en donnent pas, parce qu'ils me donnent quand même de la force en m'en donnant pas. Indirectement. Voilà. Et donc super, donc Danny Boone et d'autres projets. Et donc Danny Boone et mon spectacle, et puis des gros projets de long métrage qui sont en train d'arriver. Voilà. Donc, on peut pas trop en parler. Je peux pas trop en parler là, mais même pas des trucs, même pas, mais en tout cas des gros. On ne souhaite que de bonnes choses, que des bonnes choses. Merci vraiment Nick d'avoir été avec nous. Merci d'avoir beaucoup partagé. C'était un kiff, c'est un kiff. Et nos auditeurs, à mon avis, ils vont bien kiffer. Voilà. Ouais. Et suivez-moi sur Insta, bande de bâtards. Allez suivre Nick Moukougo sur les réseaux. Ça y est, ça fait 3 ans que j'ai le permis gros mot. 3 ans, je maîtrise. Allez suivre sur Instagram pour voir ses séances de sport, c'est allez voir sur scène. Allez voir sur scène dès qu'on peut, et au cinéma. Merci d'avoir été avec nous. Merci David, merci Mustapha. Je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Au revoir. Yes, bis tout le monde. Le Pitch Club.